Le CO2. Voilà un problème dont on entend parler depuis des années. Mais maintenant, que faire? Et que peuvent faire les industries? Peut-on le capturer, le stocker, le transformer et l'utiliser? Pour entrer dans la matière, nous avons fait appel à un spécialiste. Jean-Yves Tilquin est directeur R&D du groupe Carmeuse, vice-président de CO2 Value Europe et administrateur du pôle Greenwind. Il développe au sein du groupe Carmeuse des projets d'innovation autour du CO2 dans le but de soutenir les ambitions du groupe Carmeuse d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Les internautes nous ont posé un tas de bonnes questions sur les réseaux. Nous les avons posées à notre tour à notre expert. Voici ses réponses. Se passer de carbone, est-ce une utopie pour l'industrie? Le carbone reste et restera nécessaire à l'industrie. J'en veux pour exemple toute la chimie du carbone et des polymères et des plastiques, donc les grandes quantités qui sont pour l'instant sourcées au niveau du pétrole sont utilisées, et toute la chimie minérale, la verrerie, les chaux-fourniers et les cimentiers utilisent de grandes quantités de carbone sous forme de carbonates minéraux. Et donc l'industrie devra et continuera à devoir utiliser du carbone. Et donc il est plus pertinent de parler de défossilisation de l'industrie que de décarbonisation de celle-ci. Il s'agit donc d'éviter d'introduire dans le cycle du carbone fossile et d'essayer de le remplacer ou en tout cas de le boucler dans ce qu'on appellera l'économie circulaire du carbone. Alors l'ampleur du problème est relativement conséquente puisqu'on parle d'une réduction à l'échéance 2050 dans les ambitions européennes d'atteindre la neutralité carbone, c'est-à-dire plus d'émissions de CO2 fossiles en tout cas, avec une étape clé en 2030 qui est de réduire de 55% ces émissions-là, sachant que pour l'instant sur la région wallonne, cette réduction vise à passer de 35 millions à 25 millions de tonnes les émissions pour un reliquat de 11 millions chez les industriels. Alors pour les industriels, cette partie chimie, donc le carbone chimique qui est dit inévitable, représente bon an mal an 30% des émissions, le reste étant lié à l'utilisation de combustibles fossiles pour la production d'énergie, pour de l'eau chaude ou pour des processus thermiques relativement intensifs d'un point de vue consommation d'énergie. Alors 2030 et 2050 peut paraître relativement loin, mais la nécessité de devoir développer des technologies qui seront matures pour pouvoir être déployées en temps et en heure pour atteindre cette neutralité fait que les industriels doivent s'y mettre dès à présent et pour la plupart s'y sont déjà mis depuis de nombreuses années afin de pouvoir atteindre clairement ces objectifs. Réduire les émissions, une question de courage et de financement pour les industries, consommer moins d'énergie et remplacer l'énergie par du renouvelable. Donc clairement, comme je l'ai dit, un des challenges de l'industrie est de réduire ses émissions liées aux énergies fossiles bien évidemment, et donc diminuer sa consommation d'énergie et remplacer les énergies renouvelables, ce qui représente bon an mal an 70% des émissions de CO2 de l'industrie, est un challenge réel et va nécessiter du courage et des investissements. Alors quels sont les différents leviers de l'industrie pour pouvoir aboutir à cette réduction d'émissions de CO2? Le premier est d'améliorer l'efficience énergétique des procédés, c'est-à-dire utiliser moins d'énergie pour pouvoir produire la même quantité de produits finis. Si ça paraît évident que la réduction d'énergie constitue un élément normal d'une bonne gestion d'entreprise, il faut savoir que les secteurs ne sont pas égaux dans ce domaine et que certains sont plus ou moins avancés dans cet aspect-là et d'aucuns ont encore pas mal de marge de progression dans la diminution de la consommation d'énergie nécessaire à leur production. D'autres secteurs, comme celui de la chaux, et j'en prends pour exemple la société Carmeuse, ont investi de longue date dans cet aspect-là et ont mis en place une fraction importante et presque maintenant totale de solutions extrêmement efficientes d'un point de vue énergétique pour la production de chaux et sont donc presque arrivés au maximum en termes d'efficience énergétique des procédés. Le deuxième aspect, si ce n'est pas possible, ou en tout cas lorsqu'on est arrivé à cette optimisation de l'efficience énergétique, il est nécessaire de remplacer les combustibles fossiles par d'autres types de combustibles renouvelables. Alors il y a trois grandes familles. Le premier, c'est l'électron, donc l'électricité, donc la voie et l'électrification des procédés, la modification des procédés industriels pour pouvoir utiliser de l'électricité en lieu et place des combustibles fossiles. Mais là, deux challenges s'offrent bien évidemment à l'industriel. C'est un, de pouvoir adapter ces processus pour pouvoir le faire, puisqu'il s'agit de transformer de l'électricité en thermique principalement, ce qui n'est pas évident, et donc c'est des investissements et des projets de recherche. Et d'autre part, par cette conversion, de ne pas dégrader l'efficience énergétique des procédés en place, auquel cas on perdrait d'un côté ce qu'on a gagné de l'autre. Alors il y a une deuxième grande voie dont on parle beaucoup pour le moment, qui est celle de l'hydrogène,
et donc transformer l'électricité en hydrogène et d'utiliser l'hydrogène en combustion directe dans les processus est également sur la table afin de pouvoir remplacer, là où ce n'est pas possible d'électrifier directement, les combustibles conventionnels fossiles par de l'hydrogène. Il reste une troisième grande famille que tout le monde connaît bien, qui sont la biomasse, donc l'utilisation de biomasse, qu'elle soit solide, donc des déchets de bois de construction, des déchets de coupe, etc., ou qu'elle soit gazeuse, donc liée à la biométhanisation et à la production de gaz, de biogaz, qui eux peuvent être directement brûlés dans des systèmes conventionnels, constitue la troisième grande voie de remplacement des énergies fossiles par des énergies renouvelables dans l'industrie. Alors quels sont les challenges de l'industrie? Comme je le dis, le premier est de pouvoir développer des procédés compatibles avec l'électron ou avec l'hydrogène. Bien évidemment, ça nécessite des investissements lourds et des projets de développement importants. La deuxième grande famille, c'est bien évidemment d'assurer un sourcing, c'est-à-dire un approvisionnement en biomasse suffisant que pour pouvoir alimenter les procédés industriels avec du biogaz ou de la biomasse solide sans avoir d'impact rédhibitoire sur l'environnement. Et ces différents challenges, bien évidemment, font que les industriels travaillent de plus en plus sérieusement et en mettant des moyens importants et avec un certain courage pour reprendre les éléments de la question et des financements importants pour rendre leur procédé le plus flexible possible d'un point de vue énergétique, de telle façon à pouvoir couvrir avec l'efficience énergétique et le remplacement des énergies fossiles par renouvelables, atteindre les objectifs de réduction des émissions et d'être carbone neutre en 2050. Comment faire avec les émissions de CO2 liées à l'utilisation du carbone indispensable dans l'industrie? Il est clair que le challenge que représente la réduction des émissions de CO2 liées au carbone qui devra être utilisé, comme on l'a dit, dans l'industrie, constitue bien évidemment un défi beaucoup plus grand pour les industriels. Dans ce cadre-là, on n'a pas d'autre solution que de traiter le CO2 lorsqu'il est émis et de développer des solutions dites de capture et de concentration de ce CO2. Donc il s'agit de le capturer à la cheminée, de le concentrer, de le compresser et produire un CO2 qui est compatible avec les procédés de transport et de séquestration ou d'enfouissement du CO2 d'un côté, ou d'utiliser CO2 comme matière première pour pouvoir être utilisé pour la fabrication de produits chimiques ou la fabrication de combustible, puisqu'il est possible de fabriquer ceci à partir de CO2 et pas uniquement à partir de pétrole. Nous allons y revenir. Et donc le grand challenge est bien évidemment de pouvoir disposer de cette solution, dit solution end of pipe, mais des solutions qui soient à la fois abordables d'un point de vue économique et donc de réduire leurs coûts et de réduire les investissements à consentir pour pouvoir faire capturer ces concentrations de CO2 et de l'autre côté de diminuer l'empreinte énergétique qui leur est lié pour éviter de perdre à la capture et à la concentration tout le travail qui a été fait dans l'optimisation énergétique du procédé. Ça, c'est le premier challenge. Le deuxième challenge, c'est de développer des infrastructures de transport de CO2 vers les sites d'utilisation et vers les sites de séquestration, que ce soit des infrastructures de type pipeline ou des systèmes de transport dédiés par camion ou par bateau. Un des éléments clés sera de rendre compatible la qualité du CO2 qui sort de cette technologie de capture et de concentration aux exigences liées au transport et à son enfouissement dans les sites de séquestration, mais également aux exigences de qualité chimique imposées par les processus de transformation. Et là se situe un réel challenge de développement et de recherche. Pour la partie transformation, qui est un nouveau secteur industriel qui vise à utiliser CO2 comme matière première et non pas comme déchet, ce secteur est en train de travailler sur deux grandes voies, donc la transformation du CO2 en produits chimiques d'une part, pour défossiliser l'industrie chimique, et la transformation du CO2 en combustible, appelé e-fuel, qui peut être utilisé soit par le transport, soit par l'industrie, et de permettre par cette voie-là d'atteindre ce qu'on appelle l'économie circulaire du carbone et de pouvoir cycler le carbone. Alors, c'est une réalité. Une association a été créée il y a 2 ans d'ici, elle s'appelle CO2 Value Europe. Cette association vise à développer ce nouveau secteur industriel et à mettre à maturité ces technologies de transformation du CO2 en produits chimiques ou en fuel. Il reste une troisième voie qui est également un peu surprenante, c'est la séquestration, c'est-à-dire la fixation définitive du CO2 dans des déchets minéraux, issus de l'industrie du traitement des gaz, de l'industrie sidérurgique, et en fixant ce CO2, en faisant réagir ce CO2 par ce qu'on appelle la minéralisation, on est capable de le fixer sous forme de
minéral, de cailloux, pourrait-on dire, et de réutiliser ce produit pour la construction. Et donc il est possible de prendre un déchet de traitement de gaz incinérateur, de le combiner à du CO2 et de produire quelque chose qui puisse servir à la fabrication du béton, par exemple. Une société suisse aurait développé une technologie de capture du CO2 directement à partir de l'atmosphère. Oui, la capture du CO2 dans l'atmosphère est une réalité. Elle est d'ailleurs appelée en anglais Direct Air Capture. Et plusieurs sociétés dans le monde développent des technologies basées sur la physisorption ou sur la chémisorption du CO2 afin de capturer le CO2 de l'atmosphère et de permettre à nouveau soit de l'utiliser, soit de le séquestrer. L'objectif qui est poursuivi derrière ces technologies est extrêmement clair, c'est de pouvoir compenser les émissions de CO2 qui continueront à être émises dans l'atmosphère. J'en veux par exemple la combustion de kérosène, fut-il basé sur les e-fuels ou pas, dans l'atmosphère, les combustions des voitures, et donc il y aura toute une série de CO2 qu'on ne pourra aller chercher par les technologies de capture et de concentration. Et l'autre objectif est de diminuer les concentrations actuelles dans l'atmosphère et ne pas se limiter à arrêter d'en émettre. Donc cette technologie se distingue en deux grandes catégories. La première, c'est d'utiliser des produits chimiques de telle façon à pouvoir capturer les très faibles concentrations de CO2 dans l'atmosphère et à nouveau les concentrer par le même principe que ce qui est mis en place par les end of pipe, mais en optimisant le processus, de telle façon à pouvoir avoir du CO2 qui est également compatible pour le transport, la séquestration et le transport ou l'utilisation. Les autres technologies sont basées sur l'absorption physique du CO2 sur des supports variés pour à nouveau le concentrer comme on le fait sur le end of pipe, mais là on part de fractions de pourcents et non plus de plusieurs pourcents comme aux cheminées. Alors le grand challenge ici aussi est bien évidemment le coût. Pour l'instant le coût est relativement prohibitif pour cette technique-là, mais un jour elles seront absolument indispensables et l'Europe commence à s'y intéresser de façon extrêmement claire. Et je dirais, pour l'instant, dans les trois grands acteurs, deux sont en Europe et un aux États-Unis en train de développer, dont en Europe, la Suisse est bien évidemment un des pays dans lequel ça commence à pouvoir arriver. En conclusion, il est clair que le challenge du CO2 représente un défi significatif pour l'industrie, mais que celle-ci doit dès à présent de façon importante investir en termes humains et financiers pour pouvoir développer en temps et en heure les technologies qui devront être matures aussi rapidement que possible pour pouvoir être déployées largement et atteindre cette neutralité carbone en 2050. Donc ce défi va exiger de regrouper l'ensemble des compétences et des expertises et des efforts, non seulement de l'industrie, mais également du secteur public, de la société, des centres de recherche et des universités, de telle façon à pouvoir atteindre la masse critique nécessaire à déployer rapidement et efficacement ces différentes technologies permettant de limiter les émissions de CO2. C'est ici que revient d'ailleurs pour moi vraiment à l'ordre du jour le concept d'écosystème, puisque ces problématiques ne pourront pas se faire sans intégrer l'ensemble de la réflexion sur les flux de matière, les flux d'énergie, les connexions des réseaux de transport de CO2. Et donc cette problématique va impacter de façon significative sur le paysage industriel européen et wallon dans le futur. Alors une belle illustration de cet écosystème est le projet sur lequel nous avons communiqué Carmeuse, Engie et John Cockerill fin de l'année dernière. Ce projet consiste à mettre en place ce qui devrait être la plus grosse installation industrielle de transformation du CO2 en e-méthane, en gaz naturel transformé, en utilisant le CO2 venant d'un four à chaud, combiné à de l'hydrogène venant d'un électrolyseur produit par John Cockerill et au travers d'un système de transformation de méthanisation développé par Storengy, filiale de Engie, utilisant de l'électricité renouvelable comme source d'énergie. L'intégration de ce système au chauffage urbain pour récupérer l'énergie, le transport du méthane dans les infrastructures gazières actuelles et la mise en contact de trois sociétés qui n'ont pas l'habitude de se côtoyer normalement, un producteur d'énergie Engie, un fabricant leader mondial dans les électrolyseurs alcalins, John Cockerill, et un chauffe-fournier Carmeuse, illustrent parfaitement bien la problématique à laquelle nous allons être confrontés dans cet objectif d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Merci pour ces échanges qui ont été extrêmement intéressants, en tout cas pour moi, et j'ose espérer qu'ils l'ont été pour vous et ont permis de clarifier certains aspects de cette problématique
important pour l'industrie wallonne. Merci et bonne journée.